c'est naturellement d'essayer d'interpréter les paradoxes du programme d'austérité au nom duquel se développent les politiques actuelles. Vous savez que partout, sauf en Europe précisément, et encore tous les Européens ne sont-ils pas d'accord sur ce point, cette politique est universellement dénoncée comme absurde, contradictoire, catastrophique. C'est le cas tout particulièrement aux États-Unis. Alors il y a peut-être à ça des raisons qu'Efrieder Wolf évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire des raisons de concurrence. Au fond, les Américains voudraient que nous fassions la politique qui leur serait avantageuse. Ça ne serait pas nouveau, ça ne serait pas très étonnant, mais ce qui est plus intéressant, c'est que cette idée soit partagée à la fois par, au fond, les agences de notation, disons d'un côté, et de l'autre, les plus progressistes des économistes américains, et certains le sont véritablement, ce qu'on pourrait appeler les néo-keynésiens de gauche. Il y a donc là une sorte d'énigme ou de paradoxe que j'essaie d'interpréter pour ma part de la façon suivante. La politique, la tendance dominante de la politique européenne actuelle consiste à essayer d'aller très vite vers la décomposition de l'État social ou de l'État-providence, dans l'espoir de ne pas plonger pour autant l'Europe, qui, n'oublions pas, est la deuxième puissance économique du monde, ou le deuxième marché de consommation du monde, dans le sous-développement qui entraînerait du même coup aussi ses propres entreprises dans la ruine. Alors, de toute façon, le résultat, c'est qu'une partie de l'Europe est en train de transformer une autre partie en une post-colonie intérieure, où on a un mezzogiorno. Alain Badiou parlait tout à l'heure de zonage, ça paraît une bonne formulation, mais évidemment, il faut bien voir que les limites ne sont pas fixées d'avance, elles sont floues, elles sont instables. Entre quels pays doivent-elles passer, ou même au travers de quel pays? Rien de tout ceci n'est fixé, et encore une fois, rien de tout ceci n'est, je pense, contrôlable de façon délibérée. Du point de vue social, eh bien, les protections du travail, les mutations de l'emploi et de la structure de la population, la généralisation du précariat sont maintenant très avancées. Évidemment, ceci n'est pas sans retentir sur la cohérence des nations européennes elles-mêmes, parce que l'État social s'était construit, je m'excuse de me servir de la catégorie que j'ai moi-même proposée, mais que d'autres veulent bien utiliser aussi, Robert Castel, etc. C'était un État national social, et quand on détruit la cohésion sociale ou le système des institutions de solidarité, on détruit aussi l'un des ressorts de la cohésion nationale. Il ne faut pas s'étonner, dans ces conditions, bien sûr, que se développent partout des tendances hyper-nationalistes, non seulement par démagogie, mais parce que c'est au fond l'une des formes ou l'un des symptômes classiques de la décomposition d'une communauté de citoyens auxquels nous avons affaire ici. Enfin, du point de vue politique, le terme qui me paraît le plus satisfaisant, très simple, c'est celui de dédémocratisation. Excusez-moi. Bon, il a été employé par différents analystes récents des transformations politiques du néolibéralisme. Je pense qu'il va plus loin que l'idée de déficit démocratique. Et même si j'ai beaucoup d'estime et même d'admiration pour la façon dont quelqu'un comme Jürgen Habermas est intervenu dans la dernière période pour tirer la sonnette d'alarme depuis ce qui est évidemment le centre des transformations actuelles, c'est-à-dire l'Allemagne, je crois que l'expression de déficit démocratique est devenue très, très, très insuffisante. C'est d'une dédémocratisation qu'il s'agit, et par conséquent, la seule alternative possible est une redémocratisation, mais évidemment sous d'autres formes. Ce qui est en cause, c'est l'effondrement de la représentation, c'est le manque d'expression politique, transnationale en particulier, des conflits, malgré certains projets de syndicats, ou malgré l'écho que rencontrent des mouvements comme celui des Indignados espagnols, ou l'occupation de la place Syntagma en Grèce.
c'est surtout, les indignados ont beaucoup insisté sur ce point, et à juste titre, le fait que la division du travail, en somme, entre les appareils politiques nationaux qui nominalement sont toujours en charge, qui organisent les élections, comme celles auxquelles nous avons affaire en ce moment en France, ou peut-être demain en Grèce, et d'autre part la technostructure et le Conseil européen, a permis de pratiquement supprimer toute possibilité, si limitée soit-elle, de contrôle véritable de l'exercice du pouvoir politique par les citoyens, aussi bien en ce qui concerne la transparence des opérations qu'en ce qui concerne la sanction, ou ce qu'on appelait au fond chez les anciens la reddition des comptes. Bon. Alors, évidemment, on nous parle maintenant de pacte budgétaire européen, quelque chose comme l'émergence d'un gouvernement financier, mais évidemment, le plus frappant, c'est que moins que jamais, il est question de peuples correspondant ou plus exactement maîtrisant et contrôlant cette émergence d'un pouvoir central. Pour le dire avec notre ami Tony Negri, qui n'est pas là ce soir, mais qui pourrait être là, c'est la dimension du pouvoir constituant qui est évidemment radicalement anéantie. D'où le dernier point, excusez-moi d'être un petit peu trop long peut-être, auquel je voulais en venir. Tous ces symptômes, tous ces phénomènes, on peut en effet les rassembler, comme le proposait tout à l'heure Frieder Wolf sous l'expression gramscienne de révolution passive. Pour ma part, j'en avais employé une il y a quelque temps dans un article de Libération, de la surprise de voir qu'il était partiellement repris par certains des participants de la campagne électorale actuelle en France. J'avais dit qu'il s'agit d'une révolution par en haut, même si elle n'est pas sûre, loin de là, de réussir, au moins y a-t-il une tentative. Et j'avais rappelé que l'expression de révolution par en haut, révolution von oben, avait été, paraît-il, peut-être inventée par Bismarck. Je n'avais pas la place dans mon article de Libération de dire que Engels l'avait reprise à son compte et d'autres encore après lui, ce qui fait que M. Arnaud Montebourg a repris la chose à son compte et a dit, vous voyez, c'est le nouveau Bismarck, et il désignait du doigt Mme Merkel. Bon, c'est évidemment pas ça exactement que je voulais dire. La question que je voulais poser, c'est de savoir si à la révolution par en haut, nous avons la capacité d'opposer, alors on va dire une révolution par en bas, et le terme de révolution a une signification bien sûr très, très, très générale. Il veut dire, ces formes ne sont pas déterminées a priori, une insurrection, des manifestations d'insoumission et surtout une mobilisation collective, bref, quelque chose comme le surgissement d'un démos. Il y a des mouvements et il y en aura d'autres. Nous en voyons tous les jours. Ne croyons pas que ces mouvements soient limités à l'Europe du Sud. Je crois que ce serait une grosse erreur, même si pour des raisons évidentes, ils peuvent et doivent acquérir en ce moment une vigueur particulière de ce côté. N'oublions pas qu'il y a eu d'énormes manifestations d'étudiants en Grande-Bretagne contre des formes de paupérisation particulièrement redoutables, dans la mesure où elles barrent l'accès en fait aux études pour les classes populaires. Il n'y a pas très longtemps, et je pense que ceci est très significatif. La grande question, bien sûr, c'est de savoir si ces mouvements sont condamnés à rester isolés, s'ils sont purement défensifs, comment leur caractère inventif réussira à se manifester. Je ne suis pas enclin, naturellement, à l'optimisme en ces matières. Pourquoi? Parce que je suis un peu vieux. Bon, parce que je me souviens de ce qui s'est passé avec les luttes ouvrières extraordinaires du début de la grande phase d'offensive du néolibéralisme, l'époque Thatcher, les luttes contre le démantèlement et la désindustrialisation au début des années 80 en France, Lorraine, Cœur d'Acier, tout ça c'était des mouvements extraordinaires du point de vue de la solidarité, de la vigueur, de l'inventivité. Bon, leurs idéaux étaient en partie empruntés à un passé peut-être héroïsé, mais il y avait aussi beaucoup d'éléments nouveaux. Bon, d'un autre côté, justement, le pessimisme de l'intelligence, si utile soit-il parfois, ne doit pas supplanter l'optimisme de la volonté, ou je dirais même l'intelligence de la volonté, et c'est pour ça que nous essayons de réfléchir ensemble.
Le point sur lequel, et j'en aurais terminé, je voudrais attirer l'attention, concerne le rapport de cette question avec le problème du populisme dont il est beaucoup et à juste titre question dans nos discussions en ce moment. La dénonciation du populisme est un cache-misère de la politique des élites, domestiquée par la finance internationale et qui sert en réalité à disqualifier les formes tant soit peu transgressives, insurrectionnelles ou extra-parlementaires de l'organisation et de la mobilisation politique des masses. C'est pourquoi je m'étais moi-même servi il y a quelques mois de façon hypothétique d'une formule qui disait, je crois, il nous faudrait aujourd'hui un populisme européen. Évidemment, un populisme européen, c'est le contraire des populismes que nous observons autour de nous. Donc c'est d'une certaine façon un contre-populisme. Où est le problème? Le problème n'est pas principalement du côté de la violence, même si la violence est redoutable, manipulable, utilisable comme prétexte de répression. Le problème est dans une certaine mesure du côté de l'antiparlementarisme, mais je pense qu'il existe des variantes intelligentes de l'antiparlementarisme, même si d'autres sont stupides. Le problème, c'est surtout, à mes yeux, la difficulté, je ne dis pas l'impossibilité, de dissocier le populisme du nationalisme. Et ici, évidemment, encore, il y a une expérience dont nous avons intérêt à ne pas totalement oublier les leçons, c'est l'expérience du vote non, surtout en France, du vote non au projet de constitution européenne de 2005, dont certains d'entre nous avaient espéré qu'il déboucherait sur un débat critique à l'échelle de l'Europe tout entière, et qui en fait a été largement résorbé ou récupéré par des formes rétrogrades de nationalisme. Les enjeux sont aujourd'hui 100 fois plus urgents, ils sont 100 fois plus risqués. C'est pourquoi ne pas le dire, j'observe avec intérêt et même avec une certaine satisfaction que le front de gauche va peut-être dépasser Madame Le Pen dans les résultats de la prochaine élection française. Je pense que ce serait une chose très utile et très importante, mais je voudrais être sûr que le nationalisme n'est pas le principal ciment de sa mobilisation. Ce qui est fondamental, ce sont les mots d'ordre, encore une fois, que les indignados espagnols et les manifestants grecs de Syntagma nous ont proposés. C'est l'exigence de tenir les gouvernants et les représentants pour responsables des politiques qu'ils décident et qu'ils mettent en œuvre. Il faut revenir peut-être, non pas à une mythique démocratie directe, mais à l'exigence du contrôle populaire des gouvernements. Nous sommes là pour affronter ce problème, donner sens, donner contenu à un projet européen fondé sur les intérêts de ces peuples, dans le moment où, pour eux, évidemment, de plus en plus, l'Europe risque de symboliser la mort, en d'autres termes, relancer l'internationalisme. Merci beaucoup. Avant de passer à la dernière partie du programme, je demanderai aux intervenants s'ils souhaitent faire un petit commentaire, ajouter quelques mots. On n'a pas le temps. Bon. Est-ce que, moi j'appelle les intervenants, ça fait une proposition que les intervenants restent sur la tribune et qu'on lance la discussion avec la salle, avec Maria, comme ça vous pouvez suivre avec la salle, parce que c'est quand même, on donne un peu la parole à la salle et on doit rendre la salle dans 10 minutes. Je suis désolée.
Bon, un, deux. Bon, je suis censée présenter la troisième partie. Donc, il y aura déjà une prise de parole par des gens de la salle, s'ils le souhaitent. Et c'est la partie également des propositions. Donc, je pense que Vicky veut commencer. Voilà, je peux. Pardon. C'est bon. C'est moi et l'hélicoptère maintenant. Oui, voilà, je voudrais juste vous annoncer qu'on met à votre disposition un espace d'échange et de réflexion commune qui est un blog qui vient d'être créé par la revue Aletheia, justement pour accueillir toutes les propositions et toutes les réflexions, les articles inspirés et à partir de cet appel que nous avons lancé. Et donc, le blog c'est www.aletheia, A-L-E-T-H-E-I-A, review, tout attaché, review, j'appelle, R-E-V-I-E-W. Donc, Aletheia Review, tout attaché, wordpress.com. Donc, on attend tous et toutes vos interventions là-dessus. Et puis, la deuxième proposition que je voudrais faire, c'est, et je le lance à tous les participants voilà, ici présents, de faire ensemble une lettre ouverte au peuple allemand, au peuple européen, mais plus particulièrement au peuple allemand, dans le but de contrecarrer la propagande des discours dominants sur la stigmatisation raciste du peuple grec, etc. Et de faire quelque chose de vraiment qui aurait une vertu vraiment pédagogique et explicative, vraiment une ouverture pour le peuple allemand qui, au fond, dirait que nous partageons tous la même condition, en quelque sorte. Donc, et la première proposition, c'est est-ce que finalement, on va créer cette comité. Voilà. Mais le mieux, excusez-moi, le mieux c'est que vous venez à la tribune, sinon pour l'enregistrement, ça va? Si, ça va très bien. Ça va très bien, donc c'est bon, ça va très bien. C'est quand même dommage, François, c'est très intéressant, on vous remercie. C'est dommage quand même que le public qui est venu de très loin, il n'a que 3 minutes pour poser quelques questions. Bon, le problème c'est que ce soit en Grèce ou en France, le peuple grec, poussé par ces hommes politiques, il espère toujours sortir de la crise. Et ça, de l'autre côté, Troïka est très clair. Pendant 10 ans, on va s'enfoncer de plus en plus. Depuis que la Troïka est en Grèce, le chômage est monté à 20%. Et il n'y a aucune croissance en vue. Donc, moi, j'ai vu une carte très précise qui est très connue par des spécialistes surtout du gaz naturel qui est situé de grandes quantités crêtes ioniennes dans la mer Ionienne. N'en parlons pas de la mer Égée où là il y a des conflits avec nos amis les Éthiopiens. Mais si, et là je veux bien une explication, si Troïka elle insiste tellement à descendre les salaires à ce niveau-là, vous pouvez commencer par faire des plateaux d'exploitation comme à Chypre. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils attendent vraiment que la Grèce soit à plat, les salaires soient minables. L'État n'existe plus, comme a été expliqué tout à l'heure, ça c'est vrai, il n'y a plus de Grèce, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un peuple grec, mais l'État n'existe pas. C'est dirigé par Troïka en ce moment, la Grèce. Donc là, le grand capital pourra exploiter comme il veut ces ressources qui sont là. Je dis. Bonsoir.
trouvais très intéressant le terme de zonage. Vous avez un peu dit monsieur Papiou. Je pourrais vous poser une question. Est-ce que, surtout un monsieur, je n'ai pas retenu votre nom, économiste, monsieur Outron, est-ce que ce qui se passe en ce moment-là, en Grèce, c'est du néolibéralisme? Est-ce qu'on peut qualifier ça de néolibéralisme? Ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose d'autre? Moi, je ne sais pas trop comment l'appeler. Donc, de votre point de vue, comment vous le qualifiez? Merci. Oui, c'est une forme de radicalisation extrême de la logique du néolibéralisme, qui est la logique de la soumission de la société à la finance, au pouvoir de la finance. Et là, en Grèce, on a une soumission qui est de plus en plus absolue et qui est de moins en moins tempérée par un État, tempérée par des institutions, par la protection sociale, etc. Oui, c'est le néolibéralisme poussé jusqu'au bout. Oui, je absolument de cet avis. Ce que je pense, c'est qu'un des aspects, sûrement pas le seul, mais un des aspects de la nouvelle période qui s'est ouverte depuis, à vrai dire, à mon sens, la fin des années 80, au début des années 90, auquel je suis très sensible, c'est cette pression exercée, non seulement dans la direction de l'exploitation des peuples, de leur soumission, etc., qui est quand même une tendance historique majeure, mais aussi une pression exercée sur les États considérés comme, en définitive, des obstacles, même quand ils sont réactionnaires, même quand ils sont nationalistes, considérés comme intrinsèquement comme des obstacles potentiels à une espèce de table rase pour la prédation généralisée. Et là où, de toute façon, pour des raisons historiques, impériales, coloniales, etc., les États sont constitutivement faibles, ce qui est le cas dans le continent africain en général, on voit cette tendance se déployer avec une férocité toute particulière et créer des espaces gigantesques avec des richesses naturelles considérables, livrées réellement à une espèce de combinaison d'anarchie armée et d'enclave de prédation. L'hypothèse que je faisais, c'est que c'est un processus général, pas nécessairement dans ses formes extrêmes, mais qu'il me semblait que la situation grecque et d'autres situations, potentiellement en Europe, pouvaient prendre ce tour, c'est-à-dire des situations dans lesquelles il y a un mélange d'administration directe par des instances internationales responsables, d'un côté, et puis d'abandon des populations, avec finalement un renforcement des possibilités de prédation, ainsi créées par cette nouvelle spatialité géopolitique. Voilà. Et ça, j'ai appelé le zonage. On trouve un mot qui indique que c'est une espèce de désétatisation avec grandes armées et avec ces nouveaux sujets qui sont apparus, qui agissent comme des sujets, y compris supérieurs ou capables de se substituer aux États, que sont quand même la Commission européenne et aussi, en définitive, l'ONU, considérée comme l'agent de la prétendue communauté internationale. Elle fait partie de ce dispositif général d'occupation, de démantèlement et d'anarchie provisoire. Et il faut bien voir que dans ce cas, la difficulté propre, c'est que les figures d'unité politique populaire devront se constituer sans avoir le référent ou l'appui préconstitué d'un État. C'est ça le problème. Et que ce n'est pas évidemment dans la figure étatique constituée, le jeu parlementaire, etc., qu'elles vont se retrouver ou se représenter. Elles vont être dans une espèce de nécessité d'autoconstitution d'un type un peu nouveau. Moi, je voudrais parler d'une chose que j'ai vue dans les images des mouvements grecs. À un moment donné, il y avait un type dans la place de Syntagma qui disait « Vive Robespierre ».
je pense qu'il faut comprendre que ce livre Robespierre n'est pas aussi creux et aussi hors propos que ça. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, à la fois dans le mouvement de redémocratisation qui apparaît à travers les mouvements des indignés et des classes, de même que dans les revendications de maximum, etc., nous voyons réapparaître les aspects les plus radicaux de la Révolution française qu'on avait délaissés. Et je pense que réellement, il y a ce qui manque dans les discussions, c'est qu'on parle énormément économie, mais on ne parle pas suffisamment politique. Et quand je parle de politique, je ne dis pas quel parti va prendre le pouvoir, on ne parle plus des institutions. Or, ce qui apparaît, c'est que les institutions telles qu'elles sont, elles n'ont pas la possibilité, ou elles n'ont pas, disons, le peuple n'a pas les moyens de les obliger à le défendre. Donc, la question des changements politiques, des changements des institutions politiques devient centrale, et c'est en ça que je trouve que peut-être dans le mouvement politique en France, la phrase la plus prometteuse, ce n'est pas les promesses de 1700 € ou je ne sais pas quoi, c'est la 6e République. C'est-à-dire, nous sommes à une époque où, avec les revendications sociales, nous sommes obligés à reposer la question des institutions politiques. On va parler, mais je voudrais dire que je pense que la question des institutions est fondamentale. Le zonage dont parle Alain Badiou, c'est l'envers de l'aménagement du territoire. Et évidemment, la Commission européenne, comme telle, n'est pas l'instrument du zonage. La question est de savoir pourquoi elle est, dans l'état actuel des choses, totalement impuissante et même complaisante en face de ce détricotage. C'est pourquoi la question des moyens collectifs, populaires, à l'échelle européenne tout entière, de reconquérir, ou même tout simplement d'acquérir un pouvoir de contrôle sur ce que fait la Commission européenne est une question absolument centrale du moment. Ça se décide dans les rues de Madrid, aussi bien que sur les places d'Athènes, ou éventuellement dans les manifestations qui pourraient s'organiser en France. Mais sans le débouché institutionnel, le capitalisme d'aujourd'hui a les mains totalement libres. Je crois que vous parliez d'une nouvelle époque, et cette nouvelle époque, elle est là, elle est au sein du peuple. Maintenant, c'est vrai que ces peuples sont très peu écoutés, très peu retransmis médiatiquement. Même les médias officiels boudent cette expression-là. Et c'est pourtant une expression qui est riche d'alternatives de gens parfois très courageux qui font même des expérimentations contraires des expérimentations vivantes et des expérimentations qui vont vers une nouvelle forme d'économie qui replace, qui travaille vraiment avec et dans la pluralité, mais avec le mouvement, dans un mouvement qui conduit vers un autre capitalisme qui est plus un capitalisme cognitif, ou je dirais une économie cognitive ou une économie des savoirs. Et ce mouvement-là existe bel et bien. Maintenant, il est effectivement une expression nouvelle et vivante des peuples, qui s'exprime aussi dans le mouvement des indignés à Athènes, par exemple, qui parle aussi de solidarité. Ces mouvements sont certes émergents et parfois un petit peu étonnants et un petit peu hésitants, mais ils sont vraiment là et présents et riches d'alternatives. Je me permets de terminer sur cette note d'espoir, parce que c'est aussi une note qui existe et qu'il faut prendre en compte et laisser émerger et accompagner. Voilà. Vicky, on a du temps ou pas? Je pense.
la fin. Je suis désolée, il y a eu des interventions qui ont débordé, on ne peut pas tout contrôler. On a beaucoup de choses à nous dire. Voilà, c'est ça la conclusion. On a énormément de choses à nous dire. Mais par contre, je voudrais juste, avant qu'on rentre à la salle, très rapidement, dans 2-3 minutes, juste avoir une réaction par rapport aux propositions que j'ai faites tout à l'heure autour de cette table. C'est-à-dire, d'une part, la lettre ouverte au peuple allemand, en priorité au peuple européen, et d'autre part, excusez-moi, la création de ce comité européen. Est-ce qu'on commence maintenant, par exemple, par ceux qui sont sur cette table, ou qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut déclarer constitutionnellement l'existence du comité immédiatement, de manière robespierriste. Toujours, il va falloir quand même que toi, en tant que secrétaire général de toutes choses, tu convoques quelque chose. Eh oui. On peut déclarer, ça y est, le comité existe, mais enfin, tout reste à faire. Je crois qu'il y a une échéance qui est très importante qui va se profiler dans tous les pays de la zone euro, qui est la ratification du pacte budgétaire. Donc, par exemple, en Allemagne, le vote est prévu le 25 mai. Il y a des débats actuellement dans la social-démocratie, enfin dans le SPD, pour savoir si, en cas de victoire de Hollande, est-ce qu'ils vont voter, parce qu'ils se préparent à ratifier les social-démocrates allemands, mais est-ce qu'ils vont voter le 25 mai ou est-ce qu'ils vont suspendre leur vote au cas où Hollande est élu pour permettre de se déployer un début de renégociation ou quelque chose. Donc, on voit bien que dans les différents pays européens, le débat autour de la ratification de ce traité va commencer probablement à agiter. Il y a un référendum en Irlande dans quelques semaines. Donc, je pense que si on pouvait se prononcer sur la nécessité d'un mouvement coordonné des peuples européens pour empêcher la ratification de ce traité, ça serait, il me semble, très positif.